Et on se retrouve pour travailler sur les actionnaires défaillants, la situation où un actionnaire ne paye pas finalement l'appel qui est fait par l'entreprise, et on va apprendre à traiter ce cas de figure. Lors de l'appel du capital, l'actionnaire dispose d'un délai, 30 jours en général, pour effectuer son versement. Au bout de ces 30 jours, l'entreprise va se rendre compte qu'elle n'a pas reçu l'intégralité du capital. Ainsi, elle va considérer qu'il y a un actionnaire qui va être défaillant et on utilisera un compte, le 4566, qui notifiera qu'un actionnaire n'a pas effectué le paiement de l'appel. Ainsi, dans une première étape, on recevra les fonds. On considère que la promesse a déjà été faite normalement. On recevra les fonds, diminution faite de l'actionnaire défaillant. En effet, il n'a pas payé. Donc, on n'a pas reçu l'argent. Donc, le 512 concernera le montant réellement versé par les autres actionnaires hors défaillant. Soyez attentifs là-dessus. Le défaillant, quant à lui, il sera inscrit en 4566. Et c'est un compte d'actifs qu'on augmentera au débit puisqu'on a une créance envers notre actionnaire. Cet actionnaire nous doit de l'argent qu'il n'a pas encore versé. On a donc une créance qu'on inscrira dans notre bilan. C'est donc le montant de la défaillance, ou en tout cas le montant non versé. Et on soldera le 4562 ou le 4561, suivant qu'on soit dans un appel ultérieur ou dans l'appel initial lors de la constitution. Donc, lors de cette étape, on constate finalement et la réception des fonds et finalement la créance qu'a notre actionnaire défaillant envers nous. Immédiatement après, on va transvaser du 10-12 au 10-13 comme on avait déjà l'habitude de le faire, donc le montant réellement versé. C'est une zone où vous avez beaucoup d'erreurs. C'est une écriture où il y a beaucoup d'erreurs, puisqu'en général, vous mettez l'intégralité du capital par réflexe. Non, il faudra inscrire le montant réellement reçu, donc diminution faite du montant de l'actionnaire défaillant. Ainsi, en 10-12, il reste encore, dans le solde du compte, lorsqu'on s'interrogera, le montant du défaillant. Dans une deuxième étape, on va vendre les titres de l'actionnaire défaillant. Lors de cette vente, on cherche juste à récupérer finalement l'argent manquant. Et donc, on est libre de le vendre au prix que l'on souhaite. Et l'objectif ici, ça va être d'encaisser finalement l'argent que nous n'avons pas encore reçu. Attention, nous revendons les titres de l'actionnaire défaillant dans leur intégralité. Ainsi, on inscrira en 512 le montant reçu et en 4566 le montant du prix de vente. Donc là, j'ai initialement dit mon actionnaire défaillant me doit l'appel. Seulement l'appel. En crédit, je vais inscrire dans cette deuxième étape le montant que moi je lui dois à l'entreprise, parce que ici j'ai revendu en son nom les actions, donc théoriquement je lui dois cet argent. Dans un troisième temps, on va lui inscrire, vu qu'on a vendu les titres, les frais et intérêts qu'il nous doit. On inscrira en 763 les intérêts de retard. Ils seront calculés de la manière suivante. On fera le montant de la défaillance multiplié par le taux d'intérêt de retard qui vous sera donné, multiplié par le nombre de jours à compter de la fin du délai de paiement, le tout divisé par 360. Donc, rappelez-vous, on a effectué l'appel, les actionnaires ont 30 jours pour effectuer leur versement, et on constate qu'il n'a pas payé. Donc, ça commence à partir de cette date. Donc, à partir de cette date, jusqu'à la revente des titres, on y intégrera un intérêt. Il a été défaillant le 1er juillet, il fallait payer le 1er juillet, et on a revendu ces titres le 1er septembre. Ainsi, on aura un intérêt qui sera calculé sur juillet et août, donc 2 mois d'intérêt. Puisque c'est la date de fin de délai de paiement, donc la date à laquelle il aurait dû faire son paiement, faire le versement, jusqu'au moment où on a vendu les titres. Le tout est bien sûr divisé par 360. Dans un deuxième temps, vous avez un 708 où on inscrira les frais qui ont été pris en charge par la société pour revendre les titres, et donc on les inscrira en 708 puisque c'est l'actionnaire défaillant qui nous les doit. On va débiter le compte 4566 puisque ici c'est une créance qu'on augmente, donc notre actionnaire nous doit cet argent. Après cette étape, on arrive à la 4e étape où on va calculer le solde du compte de l'actionnaire défaillant.
Initialement, on avait débité dans un premier temps le montant de la défaillance. Et donc, ici, il était défaillant sûrement juste pour une quote-part. Attention, pas pour la totalité, juste pour l'appel qu'on a effectué. Donc, ça aurait pu être le 3e quart, par exemple. On va créditer le prix de vente de l'action, mais ce prix de vente est global. C'est le prix de vente de l'action globale. Et enfin, on va débiter l'imputation des frais. Donc là, maintenant, on va s'interroger sur le solde. Donc, on va sortir un solde qui en général est créditeur, puisqu'on a vendu l'intégralité de l'action. On n'a pas vendu juste la part où il est défaillant, mais on a vendu l'intégralité de l'action. Ainsi, cela va entraîner le versement par la société du reliquat à l'actionnaire défaillant, et c'est comme ça qu'on va remettre à zéro le compte 4, 5, 6, 6, puisque l'opération est clôturée, et nous n'avons plus de 4, 5, 6, 6 d'actionnaire défaillant, vu qu'il a été remplacé par un nouvel actionnaire qui a racheté ses titres. Cette étape étant réalisée, il faudra aussi changer le statut du capital souscrit non versé. Donc, on va envoyer le solde qui restait du montant du défaillant du 10-12 au 10-13. Rappelez-vous, tout à l'heure, dans l'étape 1, nous n'avons envoyé dans le 10-12 au 10-13 que le montant réellement versé. Il restait donc dans le 10-12 le montant du défaillant. Ainsi, c'est maintenant qu'on va régulariser le montant du défaillant. On l'envoie du 10-12 au 10-13, mais justement, seulement pour le montant du défaillant. Comme d'habitude, si l'intégralité du capital a été versée après cette opération, eh bien on transférera du 10-13 au 101 l'intégralité du capital social. Souvent, dans vos exercices, on vous demande de calculer la perte de l'actionnaire défaillant, puisque en général, il perd de l'argent. Nous ne revendons très rarement ces titres plus chers qu'ils ne le valent, c'est possible, hein, mais c'est plutôt rare. Hein. En général, c'est moins cher, puisqu'on est dans l'urgence, l'entreprise est dans l'urgence et a besoin d'encaisser des fonds rapidement. Donc, comment calculer la perte de l'actionnaire défaillant? Il faudra faire la soustraction suivante, le montant versé par l'actionnaire, moins le montant reçu à l'issue des ventes des titres. Quand on parle de montant versé par l'actionnaire, c'est bien sûr les montants qu'il a déjà versés initialement, pas le montant de la défaillance. Avant, bien sûr, cette défaillance. Donc, ici, par exemple, on est dans une situation où à la Constitution, on a libéré 50%, il avait bien versé, et il était défaillant qu'au 3e quart. Eh bien, on aura déjà versé la moitié. Donc, c'est ce montant qui est déjà versé par l'actionnaire. Et enfin, le montant reçu à l'issue de la vente des titres, c'est le solde que nous avons calculé dans l'étape numéro 4. Où on avait calculé finalement le montant que l'on devait, nous l'entreprise, à l'actionnaire défaillant. Allez, on illustre les versements anticipés avec un exemple, avec Monsieur Albert et Monsieur Camus qui créent la SA Exemple le 1er février N pour un capital de 200 000 €. Ce capital est divisé en 10 000 actions. Les apports sont libérés partiellement du minimum légal. Pour les SA, c'est 50%. Monsieur Albert apporte en numéraire 105 000 € et Monsieur Camus apporte en numéraire 95 000 €. L'appel du solde est effectué le 30 juin N+1. Et on vous demande d'enregistrer les opérations de constitution ainsi que les opérations de libération du solde en considérant que Monsieur Camus ne verse pas le numéraire. Le 30 septembre N+1, ces titres sont revendus pour 80 000 € à Madame le maire. Les frais de traitement sont de 550 € et les intérêts sont de 5% par an. Et on commence notamment avec cette première écriture. Et on commence avec la première écriture de la promesse d'apport. En 45-6-15, puisqu'on n'est que sur des apports en numéraire, on inscrira le montant qui est appelé. On en avait pour 200 000 €, mais appelé de la moitié, donc, puisque c'était le minimum légal, donc 50%. Ainsi, on fait bien 200 000 € divisé par 2 pour retrouver les 100 000 € qu'on va inscrire dans le 45-6-15, le compte de créance où nous attendons les fonds. Le 45-6-15 a pour contrepartie immédiate le 10-12. Pour 100 000 € au crédit, c'est un compte qui notifie le capital qui est souscrit par les actionnaires, qui est appelé mais pas encore versé, puisque nous effectuons l'appel maintenant. Comme on fait une libération partielle, on retrouvera notre 109 et notre 10-11. Le 109 qui est un compte d'actifs, qui est le premier compte d'actifs dans le bilan, pour le capital souscrit non appelé, pour 100 000 €. L'autre partie, les 50 autres %. La contrepartie du 109, qui est un compte d'actifs,
c'est le 10-11 qui est un compte de passif et qui est augmenté au crédit pour 100 000 euros et on y inscrit le capital souscrit non appelé. Ainsi, M. Albert va devoir libérer 105 000 euros divisé par 2 et M. Camus va devoir libérer 95 000 euros divisé par 2. On arrive à la réception des fonds, donc le 15 février, on réalise les apports et on reçoit finalement 47 500 plus 52 500 correspondent à l'apport de M. Albert et de M. Camus pour 100 000 euros. On va donc solder notre 45 615 qui était la créance qui correspondait à la promesse d'apport réalisée par nos actionnaires. On arrive à la troisième étape où on va constater donc le versement de l'appel initial. On va transférer du 10-12 au 10-13 les 100 000 euros et donc notifier qu'on a bien reçu le capital pour 50%. Maintenant, on arrive à l'appel du solde restant, donc les 50 autres pourcents. Ainsi, on va utiliser le 45-6-2 et pas le 45-6-1 pour notifier la créance envers nos actionnaires. Et on va diminuer le compte d'actifs 109 par son crédit pour 100 000 euros, puisque le capital n'est plus souscrit non appelé, et donc il est transformé en une créance en 45-6-2. Dans la continuité de cet appel, eh bien, on va transférer du 10-11 au 10-12, puisque le capital va passer de capital souscrit non appelé à capital souscrit appelé non versé. Donc, il change de statut. Donc, on diminue le compte de passif 10-11 pour augmenter le compte de passif 10-12. Au moment de la réalisation des apports, on va constater que l'actionnaire n'a pas versé l'intégralité, que M. Camus est défaillant finalement pour 47 500 euros. Donc en 512, on ne va pas recevoir 100 000 euros, mais on va recevoir 52 500 qui correspond au versement de M. Albert, tandis que M. Camus, qui est défaillant, eh bien, ne sera pas inscrit dans le 512. En 45-6-6, on inscrira justement le montant du défaillant qui deviendra une créance envers lui, et donc on aura 47 500. On soldera le 45-6-2 qui était la créance pour l'appel ultérieur qu'on est en train de faire. Donc on le remettra à 0 et donc lui il est soldé, il est à 0. Pour mémoire, le montant du défaillant c'était bien 95 000 divisé par 2, tandis que le montant réellement versé c'était 105 000 euros divisé par 2. Ayant réceptionné les fonds, maintenant on va transférer du 10-12 au 10-13, c'est-à-dire que on va transférer seulement la partie du versement réellement effectué et pas la partie qui n'a pas été versée par l'actionnaire défaillant. Donc ici, ce sera seulement 52 500. Et donc, on va diminuer le 10-12 et on va augmenter le 10-13, qui sont tous les deux des comptes de passifs. Dans une 8e étape, on va réceptionner les fonds de la revente des titres, puisque ici l'actionnaire est défaillant, il ne nous a pas payé, et donc on va devoir revendre ces titres pour obtenir l'argent attendu. Donc on revend ces titres à 80 000 euros et on inscrit la réception des fonds en 512 et le 45-6-6 sera crédité, c'est un compte d'actifs, donc diminué pour 80 000 euros. Ayant réceptionné les fonds sur l'actionnaire défaillant, puisqu'on a revendu ces titres, eh bien on va changer le statut de cette quote-part du capital. On va le passer du 10-12 au 10-13 pour les 47 500. C'était le montant de la défaillance, de l'actionnaire défaillant. Et là, on va donc changer le statut du capital, puisqu'il passe de capital souscrit appelé non versé à capital souscrit appelé versé. Et on arrive sur l'inscription des intérêts pour le retard de notre actionnaire défaillant. Ainsi, il y a d'abord les intérêts de retard qui vont courir entre le moment où il aurait dû effectuer le paiement et le moment où nous avons revendu les titres. Alors, le moment où il aurait dû effectuer le paiement, c'était le 30 juillet, et le moment où on a revendu les titres, c'est le 30 septembre. Donc ici, il y a le mois d'août au complet et le mois de septembre au complet, soit 2 mois au complet sur lesquels on imposera ou on mettra des intérêts à l'actionnaire défaillant. Ainsi, le calcul qu'on va présenter sera 47 500 fois 5% fois 60 sur 360 ou 2/12 tout simplement, ce qui vous donnera un montant de 396. On inscrit ces 396 dans le compte 763 revenus des autres créances, puisque c'est les intérêts. En 708, on inscrit les 550 euros de frais qui ont été pris en charge par la société. Et le 45-6-6 sera débité sur un compte d'actifs. Donc on augmente la créance envers lui pour 946 euros. Dans une 11e étape, avant de faire le dernier enregistrement, il est nécessaire de déterminer le solde du 45-6-6, c'est-à-dire on va donner le montant que l'on doit finalement à l'actionnaire.
défaillant, soit d'abord on avait débité pour 47 500, puis crédité pour 80 000, puis débité pour 946. Je vous rappelle, 47 500 c'était le montant de la défaillance, 80 000 c'était le montant de la vente, et 946 c'était les intérêts. Ainsi, le solde ressort à 31 554 euros. Ce solde, on pourra le présenter notamment pour le versement que nous allons devoir faire à l'actionnaire défaillant. Ce versement, le voici. Donc, on en avait pour 31 544 euros qui étaient dus finalement à l'actionnaire défaillant. Donc, on va le débiter pour sortir la trésorerie en contrepartie. Et ainsi, vous avez tout simplement remis à zéro le compte 4566. Donc, on a soldé la situation, on a remis à zéro le 4566 et on a un nouvel actionnaire qui a remplacé l'ancien actionnaire qui était défaillant. Ça nous amène à nous poser la dernière question, c'est-à-dire quelle est la perte subie par l'actionnaire défaillant. Pour cela, il faudra suivre la formule suivante: montant versé par l'actionnaire défaillant initialement, moins le montant reçu à l'issue de la vente des titres. Donc, rappelez-vous, initialement à la constitution, il avait bien versé de 47 500 euros. Ainsi, c'est le montant qu'on va considérer comme le montant versé par l'actionnaire. Donc 47 500 euros moins 31 554 euros, ce qui nous donne 15 946 euros qui sont perdus par l'actionnaire défaillant.